Vous pouvez créer un champ qui est très dissonant, très incohérent, comme de la neige sur un écran. Ce n'est pas un signal clair. Donc les effets que vous produisez en envoyant cette information ont moins d'incidence sur la nature de la réalité que lorsque votre cerveau et votre cœur sont cohérents. Donc si vous avez un groupe de personnes qui font ça dans le monde entier, et je dois vous dire que des collègues ont fait de grandes recherches, des projets de cohérence pour montrer que, en fait, ça peut se produire de part et d'autre du monde. Lorsque vous avez assez de gens qui font ça, vous commencez à voir que tout le monde est comme issu d'un havre d'amour. Et qu'est-ce que ça fait? Quelque chose émerge, une nouvelle espèce, une nouvelle conscience émerge, au sein de laquelle nous agissons tous comme un seul esprit. La beauté derrière ces oiseaux et ces poissons, c'est que lorsque vous les regardez, ils ressemblent à un seul organisme. Ils ont l'air d'un seul organisme plus grand qu'ils ne sont réellement. Les individus forment un tout, mais ils sont connectés et agissent comme un seul esprit. Le contraire est donc tout aussi vrai. Pour contrôler les gens et leur faire croire qu'ils sont séparés, il suffit de créer des hormones de stress. Parce que lorsque les hormones de stress sont libérées, c'est le contraire qui se produit. Vous contractez l'énergie du champ autour de votre corps en train d'être utilisée. La force vitale est utilisée et transformée en réaction chimique. Et le champ autour de votre corps se réduit. Maintenant, vous vous sentez plus comme une matière et moins comme une énergie. Plus comme une particule et moins comme une onde. Les hormones du stress endorment vraiment nos sens et nous devenons matérialistes. Donc si on ne peut pas le voir, le sentir, l'entendre, le goûter ou le ressentir, alors ça n'existe pas. Et ces agents chimiques nous font alors éprouver de la séparation, parce que nos sens nous trompent tout en nous faisant croire à cette illusion. Vous êtes là-bas et je suis ici. Je suis ici et mes rêves sont loin là-bas. Et je dois traîner mon corps dans l'espace pour atteindre mon futur, ce qui va prendre du temps. Donc nos rêves sont très loin de nous et il va nous falloir du temps pour les atteindre. Cela dit, réunissez une communauté de personnes qui résonnent toutes à cette fréquence et vous commencerez à voir des changements spectaculaires dans le taux de criminalité, au niveau de la violence, dans la croissance économique du fait de la nouvelle énergie. Mais voici le problème. Si vous mesurez ces changements, disons dans un projet de rassemblement pour la paix où des milliers de personnes se consacrent à la paix, et vous commencez à voir des changements dans la criminalité et la violence et tout le reste. Lorsque ces projets de gouvernance pour la paix prennent fin, la violence et la criminalité reviennent de plus belle. Il ne suffit donc pas de le penser, nous devons le vivre. Nous devons vivre cette prière chaque jour. Nous devons faire la démonstration de la paix. Nous devons l'incarner. Nous devons faire ça les yeux ouverts. On doit en faire la démonstration afin d'autoriser les autres à faire de même. Et donc, la question est de savoir comment devenir surnaturel. Eh bien, vous devez tout d'abord commencer à faire ce qui vous semble contre nature. Cela signifie que lorsque tout le monde a peur, c'est là qu'il faut faire preuve de courage. Lorsque tout le monde est hostile et en colère, c'est là qu'il faut faire preuve d'amour et de compassion. Quand tout le monde est dans le manque, dans la pauvreté, c'est là qu'il faut donner. Et je pense que ça influence les autres pour qu'ils s'autorisent à faire de même à cause des neurones miroirs. Nous voulons imiter ce comportement et c'est dans ces moments-là qu'il importe le plus de le faire. Ce n'est pas important lorsqu'on vit dans le confort et la tranquillité. Ça n'est jamais plus important que lorsque vous avez autre chose à faire. Et si vous êtes capable d'aller à l'encontre de toutes ces années, de ces milliers d'années de programmation génétique et de connexions neuronales qui sont la source de nos mécanismes de survie, d'autres personnes vont tout à coup commencer à faire de même et vous verrez l'émergence d'une nouvelle conscience. C'est incroyable. Il y a une douzaine de questions qui me viennent à l'esprit à partir de ce que vous venez de dire. Alors, essayons de prendre quelques-uns de ces éléments clés. Tout d'abord, j'adore cette phrase. L'énergie est une fréquence et la fréquence transporte l'information. C'est vrai? Je veux dire, si vous tentez de la regarder, vous ne pouvez certes pas voir une onde radio, mais elle traverse toute la matière. Et dans cette onde radio, il y a un signal, c'est de l'information. Et pensez au cadran radio ou à l'antenne. Vous agissez comme un transducteur ou une antenne télé qui accède à un transducteur, qui prend cette fréquence et la transforme en une image. Et c'est comme ça que lorsque vous accédez aux informations du champ,
Certains aspects latents de votre cerveau agissent comme un transducteur. Vous prenez ces informations et votre cerveau les transforme en images. Ça s'appelle un téléchargement ou une mise à niveau. Les gens commencent à se connecter à ce champ d'informations et ils ont des expériences intérieures déterminantes que nous sommes en mesure de prédire maintenant. En fait, nous savons maintenant quand cela va se produire. Donc, vous êtes toujours en train d'envoyer et de recevoir de la lumière et des informations tout le temps. Donc, si on reste sur cette note, l'inverse est vrai. Et maintenant, je pense que je voudrais continuer avec l'individu, mais j'ai du mal à ne pas penser au champ de la Terre, qui fait partie du projet de cohérence sur lequel Howard Martin et HeartMath travaillent, qui implique que nous affectons le champ autant que le champ nous affecte. Et donc, non seulement nous obtenons des téléchargements, mais nous pouvons nous projeter dans le champ et effectuer des changements de masse en fonction de ce que nous projetons. Oui, mais ce phénomène n'est pas sans condition. Vous pouvez créer un champ qui est très dissonant, très incohérent, comme de la neige sur un écran. Ce n'est pas un signal clair. Donc, les effets que vous produisez en envoyant cette information ont moins d'incidence sur la nature de la réalité que lorsque votre cerveau et votre cœur sont cohérents. Alors, lorsque votre cerveau est cohérent, tous les compartiments qui sont habituellement subdivisés résonnent dans une certaine harmonie, dans un certain ordre. Lorsque votre cœur est cohérent, le rythme du cœur produit ce champ mesurable. Donc, pour que vous puissiez agir sur la matière, vous devez combiner une intention claire, un cerveau cohérent avec un sentiment fort, chargé d'émotions, centré sur le cœur. C'est le centre de l'unité, c'est la plénitude. C'est ici que la divinité commence. C'est l'union de la polarité, l'union des contraires. C'est ici que tout s'assemble. Et quand vous obtenez cette énergie ici, c'est là que ça se passe. Et nous avons pu le mesurer. Une fois qu'elle est là, elle va aller jusqu'au cerveau. Elle va servir d'amplificateur pour amplifier le cerveau. Et quand le cerveau commence à devenir super cohérent, alors il a une influence très directe sur le cœur. Alors vous me direz, quel est le rapport ? Eh bien, encore une fois, le signal que vous créez quotidiennement va fonctionner soit de manière constructive, soit de manière destructive. Par exemple, si vous vous promenez en vous apitoyant sur vous-même, en souffrant, en étant dans la victimisation, alors vous émettrez ce signal dans le champ. Et ce que vous dites, c'est « Apportez-moi une expérience égale à ma souffrance, mais apportez-la de la manière dont je m'attends le moins. » qui me surprend et ne laisse aucun doute sur le fait que j'ai créé ce résultat. Donc, dans un sens, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, nous sommes punis par nos péchés. Et le péché est un comportement. L'inverse est également vrai. Lorsque vous enseignez aux gens comment se connecter avec l'énergie d'un rêve futur et à se définir à l'aune d'une vision de l'avenir au lieu de celle des souvenirs du passé, à croire en leur avenir plus qu'ils ne croient en leur passé, à tomber amoureux de leur avenir, plus qu'ils ne tombent amoureux de leur passé, et à être capables de combiner cette intention claire de ce futur et commencer à ressentir les émotions de cet avenir avant qu'il n'advienne, ils émettent une toute nouvelle signature dans le champ. Or, la beauté derrière tout ça, c'est que plus longtemps vous restez conscient de cette énergie, plus vous attirerez ce futur vers vous. Ce qui veut dire aussi qu'au moment où vous montez dans votre voiture et commencez à vous énerver et à être frustré parce que vous êtes dans les embouteillages, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur et vous êtes désormais ramené à l'énergie de votre passé. Et ces émotions de survie ont moins d'effet sur la nature de la réalité. Donc maintenant, vous vous sentez comme de la matière qui essaie de changer de la matière, mais vous êtes séparé d'elle. Et donc, vous exercez votre force sur elle, vous la contrôlez, vous vous forcez, vous souhaitez, vous priez, vous espérez. Vous savez, l'espoir est un mendiant. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de manipuler et de faire en sorte que cela arrive parce que nos ressources sont limitées à cet instant. Alors, quand une personne est capable de préserver ou de maintenir cet état psychique alternatif, c'est là que le plaisir commence à se faire ressentir. Parce que vous commencez à avoir ces synchronicités, vous commencez à avoir ces coïncidences, ces opportunités, ces mystères.
Ces choses commencent à arriver de nulle part parce que vous vous êtes connecté à ce champ d'information. Et non seulement vous y êtes connecté, mais vous commencez aussi à l'influencer. Du coup, de plus en plus de gens créent désormais, et de moins en moins de gens font l'expérience de la posture de victime. Si vous êtes une victime, vous allez me dire « J'étais en colère à cause de la circulation ». Et là, je vous demanderai « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que votre monde extérieur contrôle vos pensées et vos sentiments ? Qu'une circonstance, une personne, quelque chose dans votre monde extérieur contrôle en fait vos sentiments et vos pensées ? Cela signifie que vous êtes une victime de ces circonstances. Mais lorsque vous changez votre façon de penser et de ressentir, et que cela commence à produire des effets dans votre monde extérieur, vous commencez à vous apercevoir que vous êtes le créateur de votre vie. Et dès que vous commencerez à constater des effets dans votre vie, vous allez faire attention à ce que vous avez fait et vous allez répéter l'opération. Et vous commencerez alors à croire que vous êtes plus le créateur de votre vie que vous en êtes la victime. Merci. Passons maintenant à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut commencer à changer sa façon de penser et de se sentir ? Je veux dire, pour jouer davantage le rôle de créateur et moins celui de victime. Eh bien, c'est la beauté de la chose. Comme vous l'avez dit plus tôt, en vivant à notre époque, de plus en plus de gens se réveillent. De plus en plus de gens commencent vraiment à se rendre compte que personne n'est assez spécial, différent, pour être exclu de ce phénomène. Nous partageons tous la même biologie. Nous sommes tous dotés de tous les mécanismes neurologiques et biologiques pour le faire. Et nous l'avons tous fait. On s'est tous déjà demandé ce que ça ferait d'avoir une émission à son nom, par exemple. Qu'est-ce que ça ferait d'être riche, d'être en bonne santé, d'être libre, d'avoir une nouvelle relation, d'avoir une famille, d'avoir une expérience mystique? Et dès que nous nous posons cette question, nous activons le centre créatif de notre cerveau, le lobe frontal. C'est le patron, c'est le PDG, celui qui mène la danse. Et il est connecté avec l'ensemble du cerveau. Et s'il y a une chose qu'il veut faire, c'est répondre à cette question. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde dans le paysage du cerveau et voit ce qui s'y trouve stocké. Les choses que nous avons apprises intellectuellement et les choses que nous avons vécues qui sont liées à la question. Et il commence à activer ces circuits. C'est le lobe frontal qui les appelle. Et ensuite, ces circuits commencent à fonctionner en tandem. Et quand ils commencent à résonner et à fonctionner en tandem, nous avons une image dans notre esprit qui s'appelle l'intention. Nous sélectionnons un nouveau potentiel dans le champ quantique. Maintenant, la personne passionnée qui est tout entière occupée à regarder ce futur, à observer ce futur, la pensée dans son esprit devient littéralement l'expérience. Or, le produit final d'une expérience s'appelle une émotion. Et subitement, la personne commence à ressentir l'émotion de l'événement avant qu'il n'advienne. D'autre part, comment vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. Donc, dans un sens, ils changent leur état psychique. Maintenant, plus l'émotion qu'ils ressentent est forte, plus leur vie intérieure est transformée, plus ils vont prêter attention à l'image dans leur esprit. Et maintenant, ils développent une mémoire à long terme. Pour le formuler autrement, ils se souviennent de leur avenir. Mais vous ne pouvez pas faire ça une fois, vous lever et vous attendre à ce que votre compte en banque soit rempli. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que vous serez sélectionné pour aller sur la Lune. C'est pas comme ça que ça marche. Vous devrez être capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps indépendamment de toute condition dans votre environnement externe, indépendamment des émotions, des habitudes ou des attitudes câblées au niveau neuronal qui sont des programmes subconscients stockés dans le corps et indépendamment du temps. Et si vous y parvenez, vous commencerez à voir ces événements inhabituels se produire dans votre vie. Et là, vous devenez le scientifique de votre vie. Ça demande donc une formation pour apprendre aux gens à aller au-delà de leur passé. Et on le sait parce que nous avons fait suffisamment d'ateliers pour savoir que la partie la plus difficile d'un atelier que nous faisons est le premier ou le deuxième jour. Parce qu'à leur arrivée, les gens sont émotifs. Ils ont des problèmes, ils ont beaucoup de questions, ils ont tendance à trop analyser. Ils sont un peu coincés et nous continuons à les amadouer pour qu'ils dépassent leur identité et, tôt ou tard, ils commencent à lâcher prise. Et c'est seulement quand ils le font qu'ils sont prêts à créer.